En 2007, une étude a été menée par le professeur Mavinga Tana de l'Université de Kisangani en République démocratique du Congo en collaboration avec l'Université de Gand en Belgique. Cette étude visait tout simplement à voir s'il existait une prise en charge psychosociale des personnes qui avaient vécu des situations difficiles de la guerre. C'était tout précisément en Ituri, en République démocratique du Congo. Dans cette étude, ils ont pu remarquer que beaucoup de gens qui avaient participé à la guerre, qui avaient vécu des situations de guerre, avaient ces sentiments-là de vengeance et de la haine. Pour vous mettre dans la situation, il faut savoir que la guerre s'est déroulée dans les années 2003, 2002-2003, mais cette étude a été menée en 2007. Les auteurs avaient suggéré qu'il y ait une prise en charge en fait qui soit ciblée pour prendre en charge psychologiquement les personnes qui avaient la haine, qui avaient ces sentiments-là de vengeance. Si ces personnes n'étaient pas prises en charge, eh bien, on risquerait d'avoir la même situation de la guerre qui pouvait revenir plusieurs années après. En 2017, soit 10 ans après cette étude, il y a une résurgence de la guerre en Ituri, dans les mêmes endroits où les auteurs avaient mené ces études-là. C'est là que nous voyons que la psychologie peut être important d'étudier pour bien comprendre ce qui se joue à travers la guerre. Bienvenue sur cette chaîne La Psychologie en Afrique, la seule qui vous parle de la psychologie dans les contextes africains. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner et de laisser un j'aime et puis de partager à d'autres collègues. Il faut savoir que la psychologie de la guerre, c'est un livre qui a été publié par Gustave Le Bon, mais je me suis servi aussi d'un livre précieux qui a été écrit par CICR qui parle aussi des situations de la guerre. Alors, dans la guerre, il y a les composantes clés de la guerre que la psychologie, d'ailleurs, pouvait s'intéresser. Il y a d'abord ce qu'on appelle la guerre psychologique. En fait, la guerre psychologique fait référence à ces stratégies-là que peuvent mettre les gens qui veulent mener cette guerre-là pour amener la population ou l'ennemi, bien sûr, à se soumettre et à ne pas entrer en guerre. C'est-à-dire, en amenant une guerre psychologique, on peut amener les gens à se soumettre sans pour autant qu'ils prennent des armes. Ces stratégies de la guerre psychologique consistent tout simplement à faire des propagandes. Propagande, par exemple, en ce qui concernait Hitler, qui menait des propagandes anti-juifs. On peut mener ces genres de propagandes contre un agresseur commun qui a été bien ciblé. On peut mener aussi la guerre psychologique. On peut s'intéresser à la désinformation. Vous pouvez les remarquer aujourd'hui à travers le monde avec des guerres qui se passent. Il y a une partie A qui va donner des informations et une partie B qui va donner des informations. Chacun essaie de donner des informations qui doivent être à son avantage. Il s'agit là, bien sûr, de la guerre psychologique que mènent les États aujourd'hui. L'autre composante de la psychologie de la guerre, eh bien, c'est la psychologie des combattants. Ici, on va essayer d'étudier les facteurs d'efficacité des militaires. Mais bien sûr, lorsqu'on étudie aussi la psychologie des combattants, on va essayer d'étudier aussi la partie adverse, c'est-à-dire les ennemis, pour voir quelles sont leurs faiblesses. Qui est le maillon faible, par exemple, de cette équipe? Quand on étudie la psychologie de la guerre, on s'intéresse aussi à tout ce qui est traumatisme et aux conséquences de la guerre. Il faut savoir que la guerre a des impacts très visibles. Même si ces impacts-là peuvent être psychologiques et qui, bien sûr, sur les corps, parfois, on ne peut pas les remarquer, la guerre laisse toujours des traces. Et parmi ces traces-là, il s'agit d'abord des traumatismes. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'Africains s'intéressent à la psychotraumatologie. On aimerait bien sûr que les Africains se concentrent aussi pour voir les manifestations traumatiques qui existent dans nos guerres en Afrique.
Lorsqu'on étudie aussi la psychologie de la guerre, on va s'intéresser à la soumission à l'autorité. Je pense que ça vous dit quelque chose, non? Un auteur, Stanley Milgram, avait mené une étude sur la soumission à l'autorité ou l'obéissance à l'autorité. Pour Milgram, l'étude était simple. Il s'agissait tout simplement d'avoir un expérimentateur qui jouait en fait les rôles de l'autorité. Il avait de l'autorité scientifique. Il y avait des participants qui ont été recrutés, des hommes, des femmes, des jeunes garçons, qui étaient des participants. Mais il y avait aussi des complices. Les complices, eux, c'était des personnes qui étaient des acteurs. En fait, l'étude de Milgram consistait à soumettre des chocs électriques chaque fois que les acteurs qui étaient ces complices, qui avaient déjà des consignes claires pour réagir face à des chocs électriques. C'était donc les participants qui devaient donner des chocs à ces acteurs-là, à ces complices-là de l'expérimentateur. Mais après l'étude de Milgram, on a pu observer que plus de 65% des personnes avaient obéi à l'autorité, avaient donné des chocs électriques au maximum auprès des participants. Ces participants étaient des complices. En fait, il suffisait tout simplement que l'autorité, qui est l'expérimentateur ici, encourage les participants à donner beaucoup plus de chocs électriques auprès des acteurs qui étaient là. Et chaque fois qu'un acteur donnait des mauvaises réponses, on donnait toujours encore plus de chocs électriques. Beaucoup de gens ont obéi à cela. Mais ce qu'il faut savoir avec cette expérience ici, des 1000 grammes, si on demande aux gens comment faut-il réagir face à ce genre de demandes, la plupart des personnes vous diront que non, il faut désobéir. Il ne faut pas obéir à ces genres des consignes que peut donner un expérimentateur, même si c'est une autorité. Mais ça, quand on demande aux gens sans être dans un fait réel, une fois qu'on est dans la vie réelle, eh bien, beaucoup de gens s'exécutent. Et ceci nous pousse à essayer de comprendre comment les gens peuvent se soumettre à l'autorité. Aujourd'hui, vous pouvez voir beaucoup de groupes rebelles qui ont une autorité et qu'ils obéissent cette autorité-là. Tout simplement parce qu'il s'agit de la soumission à l'autorité. Parfois, la guerre n'est même pas à son avantage. Parfois, la guerre n'est même pas une bonne option pour la personne. Mais parce qu'il y a ces mécanismes-là de la soumission, de l'obéissance à l'autorité, eh bien, vous allez voir beaucoup de jeunes suivre ces pas-là et entrer en guerre contre, par exemple, les gouvernements centraux d'un pays. Voilà ce qui se joue dans la psychologie de la guerre. Mais en tant que psychologue, ce qui est important, c'est aussi de comprendre, une fois que la guerre est déjà passée, qu'est-ce qui est important? Comment est-ce que nous pouvons arriver à aider les gens? C'est là qu'intervient tout ce qui concerne les thérapies qu'on peut mettre en place pour aider les personnes. Et j'ai déjà travaillé avec les ex-combattants et donc je connais quoi est-ce que cela ressemble. Il y a beaucoup plus de stratégies qui permettent de prendre en charge, en fait, que ce soit des personnes qui ont été directement dans les champs de bataille ou ceux qui avaient tout simplement subi la guerre. Par exemple, il y a ce que nous appelons la stratégie COP. COP, c'est une stratégie qui consiste à prendre les personnes qui souffrent simultanément de deux problèmes. Parce que les gens qui ont été, que ce soit même des combattants qui ont été directement dans la guerre, ils peuvent souffrir à la fois des troubles et du stress post-traumatique, mais aussi des addictions, de l'alcoolisme ou des addictions au cannabis, au chanvre. Mais il est très important, grâce à ces stratégies des COP, on peut prendre les deux problèmes simultanément.
En plus de cela, nous avons tout ce qui concerne les stratégies de la thérapie cognitivo-comportementale qu'on peut mettre en place pour aider les personnes, soit qui ont des problèmes particuliers, des troubles du stress post-traumatique ou d'autres problèmes. Mais en plus de cela, nous avons déjà parlé sur cette chaîne de ce que nous appelons les PM+, qui a été mis en place par l'OMS qui aide en fait à prendre en charge les gens à partir de 5 séances. Et là, on n'a pas besoin d'être psychologue, comme je l'avais déjà expliqué sur une vidéo que je vais mettre peut-être ici ou ici. Vous allez essayer de visionner et savoir qu'est-ce qui est fait dans les PM+, qui est Problem Manager, comment résoudre les problèmes de la vie courante. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un j'aime et partagez avec d'autres collègues. On se retrouve à la prochaine. Ciao.